Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Destination Monte-Carlo. Dans quelques instants, Destination Monte-Carlo, l'invité aujourd'hui c'est Pierre Frola et nous allons découvrir l'école bleue et nous parlerons de protection de l'environnement et des fonds marins tout de suite. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Pierre Frola, bonjour, bienvenue dans Destination Monte-Carlo. Bonjour, comment allez-vous? Très très bien. Merci de m'accueillir chez vous. Alors Pierre Frola, pour commencer, pouvez-vous nous parler de l'école bleue qui est basée à Monaco? Quand a-t-elle été créée et quels sont ses objectifs? Alors l'école bleue, elle a été créée en réalité, on va dire physiquement en 2002, mais c'est un projet qui a vu le jour en 98 lorsque j'étais à la fac des sports de Nice. Et où j'avais dû réfléchir pour mon mémoire de licence ou de maîtrise, je sais plus très bien, à imaginer un concept dans le domaine de l'éducation motricité. Donc j'avais imaginé un projet, j'avais imaginé une école qui s'appellerait l'école bleue. Et finalement, en 2002, fin 2001, début 2002, j'ai fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Jean-Pierre Giordano, qui était à l'époque le directeur technique national de la Fédération monégasque d'activités subaquatiques, et qui m'a proposé à justement s'occuper d'une école de plongée à Monaco, c'est-à-dire la créer, pour permettre à des enfants de découvrir les bords et les fonds côtiers par le biais de la plongée sous-marine. Et donc on a mis en commun nos objectifs, nos envies, nos désirs. Et ensemble on a créé donc cette école bleue qui au début était une toute petite structure et qui au bout de 3 ans est devenue très importante. Et en 2005, Jean-Pierre m'a donné les rênes de cette association, de cette école, de cette académie, que l'on a d'ailleurs rebaptisée l'Académie de la mer. Et on a effectivement commencé à développer l'école bleue comme elle existe maintenant, à savoir une école de sensibilisation à la faune et à la flore pour les enfants à partir de 8 ans, dans les disciplines que sont la plongée bouteille et la plongée en apnée. Ces enfants en véhiculent certaines valeurs, les valeurs du mérien, c'est-à-dire le terrien qui devient un mérien, des valeurs telles que la modestie, l'humilité, le courage, le partage, la liberté, l'abnégation et la passion. Oui, des valeurs, quoi, des grandes valeurs. Voilà, vraiment des valeurs essentielles. Qui sont un peu empruntées, on peut emprunter au Bushido ou au code moral du judo, parce que c'est un peu le monde duquel je viens en fait, le monde du judo, et qui nous permet en fait à nous tous les moniteurs de l'école bleue de pouvoir guider ces enfants. Dans un monde un peu nouveau où on essaye d'en faire des éco-citoyens, des êtres complètement autonomes, capables de penser, de réagir, de s'organiser, de faire preuve de discipline, de discernement et avoir la capacité à un moment de s'organiser en équipe pour pouvoir réaliser un projet commun. Et ça, c'est vraiment la force de cette école qui est bien plus qu'une simple école de plongée en bouteille ou en apnée. Oui, et on en a bien besoin. Oui. Elle est basée où, cette école bleue à Monaco? Cette école bleue, elle est basée à la plage du Larvoto, dans la réserve aquatique qui est régie par l'association monégasque de la protection de la nature, pour la protection de la nature, pardon. Elle est, lorsque l'on regarde la mer et que l'on est sur la plage du Larvoto, elle est à l'extrême droite. D'accord. À côté d'un lieu-dit qu'on appelle la Rose des Vents. Donc c'est vers tout simplement en fait vers le sud. On est à ce qu'on appelle la jetée sud de la plage du Larvoto. Et c'est un grand local qui fait 120 mètres carrés. Et on a une terrasse qui fait pratiquement 150 mètres carrés aussi. Et c'est là où on accueille les enfants, mais aussi les adolescents et les adultes. Alors on dit que vous êtes un homme poisson, que vous plongez à plus de 120 mètres, quand même, sans bouteille. Comment est-ce possible ? Simplement par l'entraînement. En fait, j'ai été athlète dans ma discipline, ça a été mon métier pendant pratiquement 15 ans. Et donc, je m'entraînais tous les jours à raison de 4 à
6 heures par jour, 6 à 7 fois par semaine, pratiquement tous les jours de l'année. Et donc forcément, au plus on va s'entraîner, au plus on va créer des adaptations qui vont nous permettre justement de pouvoir progresser, devenir fort dans notre discipline. Et donc moi, ma discipline de prédilection, c'était la grande profondeur. Dans les disciplines que l'on appelle assistées ou non assistées, c'est-à-dire descendre par ses propres moyens, les poids constants, ou descendre grâce à l'aide d'un outil que l'on appelle un poids variable, donc une gueuse. Et donc à force de m'entraîner, eh bien j'ai acquis la capacité de pouvoir descendre en grande profondeur et jusqu'à 123 mètres, qui a été mon dernier record du monde réalisé en 2004. En effet. Alors il paraît que vous nagez sans protection avec des requins, notamment avec les grands requins blancs. Que ressent-on quand on est si proche de tels animaux? Eh bien, on ressent énormément d'humilité, parce qu'en fait, le grand requin est vraiment le seigneur des mers. C'est un animal qui règne avec prépondérance dans son élément. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. Il est en même temps si puissant qu'il est aussi si fragile. Et on fait preuve d'énormément d'humilité. On ressent du respect. On ressent de la crainte, bien entendu, parce que les peurs les plus primaires qui sont issues notamment de notre culture, qu'elles soient axées d'un point de vue cinématographique à cause des Dents de la Mer depuis 1975, ou bien avant, parce que de nombreux mythes ont mis en avant le caractère bestial et sauvage de cet animal assoiffé de sang et sanguinaire, qui en fait finalement ne l'est pas du tout. Le requin est d'abord et avant tout un animal, un grand prédateur, ce que l'on appelle un apex predator en anglais. Il est au sommet de sa chaîne alimentaire, au sommet de son art, et en même temps qu'il est si puissant, il est si fragile. Donc on ressent tout auprès de ces grands animaux. Pour ma part, qui était terrorisé par les requins à l'époque, le fait de pouvoir nager avec eux m'a procuré énormément de, je dirais presque de fierté avant de ressentir des choses telles que l'humilité ou le respect. La fierté d'avoir pu à un moment combattre mes craintes les plus primaires et aller à la rencontre de ce qui me faisait peur, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'inconnu. Est-ce que ces animaux ne sont pas diabolisés par l'homme? Complètement, ils le sont. Ils sont diabolisés pour plein de raisons particulières. Déjà parce que ce sont des prédateurs et finalement il reste peu de prédateurs sur Terre. Nous sommes vraisemblablement les derniers plus grands prédateurs de l'humanité, je vais dire. Cela fait bien longtemps que l'homme ne craint plus de se faire dévorer par un ours ou poursuivre par un lion lorsqu'il part de chez lui pour aller au travail. Nous ne sommes plus dans un monde de cueillette et de chasse, mais nous sommes dans un monde industriel. Et donc finalement, le requin est le dernier animal sauvage que l'on peut rencontrer, fréquenter et donc craindre à rencontrer, je dirais presque au quotidien si l'on fréquente les océans. Et bien entendu, ça nous renvoie à notre vraie place, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les seigneurs de l'océan. Et je pense que le fait que cet animal puisse avoir le dessus sur nous, parce que à un moment il est un prédateur comme nous sommes, une proie potentielle pour cet animal, eh bien il est diabolisé parce qu'il a dévoré des naufragés pendant des siècles et des siècles, parce que il y a notamment ce film Les Dents de la Mer qui a diabolisé cet animal. Il est diabolisé parce que il est peu compris, peu connu, mal connu. Il est pas foncièrement beau, et donc cet animal effectivement est diabolisé, et c'est ce qui fait qu'il est si fragile, car d'une espèce menaçante on en a fait une espèce menacée, et il est réellement en voie de disparition. Je reviens d'Afrique du Sud là. Je suis rentré hier d'Afrique du Sud. Nous sommes partis à 10 nager au milieu des grands requins tigres et des ce que l'on appelle les black tips, les Carcharanus limbatus, qui sont des requins assez communs. Et on s'est rendu compte, hélas, depuis un an, à quel point il était difficile de nager avec des requins, tout simplement parce qu'il y en avait de moins en moins. Et c'est du fait de l'homme, justement. Et quelles sont les causes, justement, de cette disparition? Alors, plusieurs. L'effet de l'homme, c'est assez simple. La surpêche, ce que l'on appelle le finning. Pour des raisons culturelles, le monde asiatique
asiatique a besoin ou a créé ce besoin de l'aileron de requin pour des raisons donc culturelles, religieuses ou idéologiques. Et donc on va prélever uniquement les ailerons sur les requins, on va rejeter toute la bête à la mer. Et une fois qu'on lui a coupé les ailerons, l'animal ne peut pas survivre et donc meurt. Une surpêche aussi parce que en fait, finalement, comme il est au sommet de la chaîne alimentaire, comme tous les grands prédateurs, il a une grosse difficulté à se reproduire rapidement, à l'instar de l'homme par exemple, ou de tous les mammifères qui n'ont pas des portées, on va parler de portée pour les mammifères, qui sont en grand nombre. Si on compare un thon avec un requin par exemple, ou non, même on va le comparer avec un autre poisson, on va le comparer avec le Pterois volitane. Le Pterois volitane est une espèce de poisson très très joli, c'est de la rascasse volante, c'est un poisson magnifique que tous les plongeurs connaissent, mais tous les gens qui vont dans les aquariums le connaissent aussi. Ce poisson est capable de pondre tous les 4 jours 30 000 œufs. Un requin, lui, par contre, n'aura qu'une fois ou 2 fois par an peut-être des œufs, s'il est ovipare, ou des portées, on va appeler ça des portées pour prendre des raccourcis, de 2 ou 3 individus. Donc bien entendu, ces animaux en plus arrivent à une maturité très tard, alors que le Pterois volitane est très très vite autonome. Et donc en fait, lorsqu'on est au sommet de la chaîne alimentaire, on est très fragile, on règne mais on est très fragile, on se reproduit très peu. Et si l'on est pêché à outrance, nous ne sommes pas armés pour pouvoir lutter contre cela et on risque de disparaître tout simplement, ce qui risque d'arriver à cette espèce. Alors je suppose que vous faites un travail de sensibilisation justement quand vous partez comme ça en déplacement en Afrique notamment, sur place. Quel est le travail de sensibilisation que vous faites pour justement arriver à protéger ces espèces en voie de disparition? Eh bien, il y a plusieurs choses. On va dire qu'il y a de la sensibilisation grand public, où je vais m'amuser, on va dire, à montrer aux gens que le requin est un animal comme les autres. C'est un poisson magnifique. Et donc, je vais évoluer aux côtés de cet animal. On va en faire des photos, des vidéos, des films, des documentaires, et on va essayer de faire prendre conscience aux gens de la fragilité de cette espèce et d'essayer de faire en sorte qu'elle soit protégée. Ensuite, je vais prendre des gens et je vais les faire nager avec ces animaux pour leur montrer qu'il n'y a pas de crainte. On a peur de l'inconnu. À partir du moment où on maîtrise les choses, on n'en a plus peur et on les protégera. On aura une certaine relation particulière avec l'animal que l'on a côtoyé. Ensuite, il y a des conférences que je fais dans lesquelles je vais utiliser justement les photos et les films que nous avons fait en amont. Et puis surtout, il y a, et ça c'est très important, l'utilisation de jeunes ambassadeurs, c'est-à-dire des enfants issus de l'école bleue notamment, que l'on va prendre. Et parce qu'en fait, on s'est rendu compte très vite que des adultes qui parlaient à des enfants n'utilisaient pas les mêmes codes de communication. Il était très difficile, en fait, de pouvoir faire passer un message. Par contre, les enfants qui parlent à des enfants utilisent donc les mêmes codes, les mêmes modes de communication, les mêmes modes de fonctionnement. Et il est beaucoup plus facile de faire passer un message et un enfant s'identifiera beaucoup plus facilement à un autre enfant plutôt qu'à un adulte. Et donc ces enfants, on les prend et on va les amener aux 4 coins du monde à la rencontre de tous les animaux de l'océan. Et ces enfants-là vont faire un constat, une étude. Ils vont participer à des expérimentations, soit scientifiques, soit idéologiques ou soit écologiques. Et ils vont ensuite revenir prêcher la bonne parole dans leurs classes respectives, dans leurs collèges et lycées, et même dans des facs. Et puis même dans des conférences telles qu'au musée océanographique ou à l'Institut océanographique de Paris, pour justement arriver à toucher la jeune génération que nous avons du mal, nous adultes, à pouvoir sensibiliser. Les enfants sont de bons ambassadeurs. Eh bien, les enfants sont les meilleurs ambassadeurs pour les enfants. Alors ici à la radio, nous réalisons très régulièrement des émissions sur la protection de l'environnement, de la faune, de la flore marine, avec de nombreuses associations. Vous qui avez l'habitude d'explorer les fonds marins, quel constat peut-on faire à ce jour concernant les fonds marins méditerranéens et autres? Eh bien, j'ai envie de dire quelque chose. Je lutte par idéologie, par principe et par désir contre le fatalisme. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années où j'ai fréquenté non seulement la mer Méditerranée, mais d'autres océans ou d'autres mers,
qu'il suffisait de laisser à la nature le temps de souffler pour qu'elle reprenne son droit. Et la mer Méditerranée va bien mieux maintenant que dans les années 70, mais bien entendu, elle va moins bien qu'il y a 2 ou 3 siècles. Oui. Il suffit simplement de la laisser souffler, de lui laisser le temps de reprendre son souffle pour que les choses reprennent leur droit. Donc j'ai envie de dire qu'il y a énormément d'espoir et que tout n'est pas perdu à partir du moment où on fait attention. Je vais vous donner un exemple très simple. Ici. Il y a depuis maintenant presque 10 ans la possibilité à l'île de la Réunion d'aller nager avec des baleines à bosse, ce que nous avons fait avec les enfants de l'école Bleue d'ailleurs il y a 2 ans et l'année dernière, pour aller à la rencontre de ces baleines. Il y a 20 ans, il n'y avait aucune baleine là-bas. Il n'y en avait pas, ou du moins il n'y en avait plus, car elles étaient presque en voie de disparition, pêchées, surpêchées. Mais dès lors qu'il y a eu les moratoires sur la pêche à la baleine et ainsi de suite, cette espèce, naturellement, repris goût à la vie, on va dire, et on note de plus en plus d'individus, au même titre que les cachalots et d'autres espèces. On voit la même chose avec le thon rouge en Méditerranée. Il y a depuis maintenant près de 4 ans qu'il y a un moratoire sur le thon rouge en Méditerranée, et on se retrouve maintenant, si on va prendre l'exemple de Monaco, certaines périodes de l'année avec des thons rouges dans le port de Monaco. Donc c'est très rassurant. Une espèce qui était presque en voie de disparition se retrouve présente au bout de quelques temps. Donc il faut laisser à la nature le temps de reprendre ses forces, tout simplement. On marque une pause, c'est Destination Monte-Carlo, on revient dans quelques instants. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, Principauté de Monaco. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums: paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est Destination Monte-Carlo. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Frolat. Nous parlons de l'école bleue, de la protection de la faune et de la flore marine. Alors on parle beaucoup de pollution chimique. Il y a une réalité bien entendu, mais est-ce qu'on ne dramatise pas trop les choses, ou est-ce que la mer peut justement transformer tout ça et retrouver son état originel par rapport à ces polluants? En fait, c'est une discussion qu'on avait il y a quelque temps avec mon frère notamment, qui est scientifique. En fait, ce qui régit notre existence, notre devenir, c'est ce qu'on appelle la mutation, l'adaptation. Le fait qu'une cellule se multiplie à un moment et donne un être. Le fait qu'à un moment, les choses s'adaptent. Alors, il y a des transitions très franches et très dures et très rapides dans lesquelles la nature n'a pas le temps de s'adapter. Espèces qui ne peuvent pas s'adapter, mais en général, je dirais que l'être vivant s'adapte à son environnement. Survivre. C'est le cas d'ailleurs des bactéries, par exemple, qui sont les premiers êtres à un moment s'adapter pour pouvoir trouver des solutions. Eh bien, c'est la même chose pour nous, c'est la même chose pour ce qui se passe dans la mer. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la vie a pris racine dans les océans. Et donc, ce serait presque... Il faut bien comprendre ce que je dis. Cessons de polluer, bien entendu. Mais de toute façon, la nature reprend toujours son droit, de quelque façon que ce soit. On s'adaptera toujours. Par contre, si nous ne sommes pas faits pour pouvoir survivre à nos propres déchets, nous disparaîtrons et une autre espèce, d'autres individus prendront le dessus. Les dinosaures, à un moment, n'ont pas pu s'adapter et ont disparu. Il y a énormément d'espèces qui disparaissent parce qu'elles ne sont pas capables de s'adapter. Par contre, il y a d'autres espèces qui prennent la place des espèces qui disparaissent parce que la nature déteste le vide. Maintenant, il est très important de faire attention. Faire attention à l'eau douce, faire attention à nos rejets, faire attention au tri de nos déchets. Mais
il faut bien comprendre que nous ne sommes pas une espèce qui est capable à un moment de revenir en arrière. Et donc il faut trouver le moyen de continuer à assurer ou assumer notre confort désiré tout en ayant la capacité de préserver l'environnement, le monde dans lequel on vit. En prenant des précautions et en réfléchissant. Le problème, c'est que l'individu en lui-même peut très facilement prendre des décisions drastiques, mais la société en elle-même régit l'humanité d'une certaine façon et ne laisse pas la place à l'individualisme, l'individualité et la capacité à un moment de pouvoir faire des choix. Donc je pense que l'avènement de l'amélioration des choses pourra se faire sur des unités de lieux très courtes, très petites. À l'échelle d'un grand pays, il est difficile, prenons un pays de 70 millions d'habitants, eh bien il est beaucoup plus difficile d'arriver à redresser la barre que dans un pays qui n'a que 35 000 habitants, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Nous avons la chance à Monaco de pouvoir effectivement prendre des décisions rapides, avec des dirigeants qui ont bien conscience de l'importance de la préservation pour assurer la pérennité des choses. Et donc c'est facile parce que nous sommes sur une unité de lieu petite, une surface très très courte, c'est plus gérable. de kilomètres carrés. Et donc si toutes les communes pouvaient à un moment avoir le pouvoir de réagir de la sorte, eh bien plein de petites individualités feraient une grande unité dans un combat qui serait très positif. Tout à fait. Mais j'espère que ça n'est pas que utopique comme idée. Alors depuis 2007, vous êtes ambassadeur et vice-président du comité technique national de la Fédération monégasque des activités subaquatiques. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? Oui, c'est en quelques mots. Bon, vous avez vu que je fais des phrases très longues. Oui, et on aime parler ici à la radio, hein. On est là pour ça. Hein. C'est beaucoup. Écoutez, la radio, c'est vraiment le média qui nous laisse nous exprimer. Tout à fait. C'est vraiment un plaisir. Le temps d'antenne à la télévision est très difficile. Et à la radio, on peut vraiment s'exprimer. Et c'est pour ça que je préfère quand même faire de la radio. Alors, qu'est-ce que le coordinateur des activités subaquatiques à Monaco ? C'est une personne qui fait le lien entre les différentes structures qui enseignent ou qui encadrent la plongée sous toutes ses formes, que ce soit la randonnée palmée, la plongée bouteille, la plongée en apnée, l'archéologie, ainsi de suite. C'est une structure qui rend compte au gouvernement et au ministère d'État de l'avancée de certains projets, qui trouve des solutions et qui fait le lien entre différentes structures qui à un moment auraient des objectifs communs ou pas. Je dirais que c'est une espèce de... Alors le coordinateur, par définition, voilà, c'est ça. Donc en fait, le coordinateur, c'est assez simple de comprendre ce qu'il fait. Ça n'est pas un chef d'orchestre, ça n'est pas un chef de file. On va dire que c'est une personne qui doit avoir la faculté de pouvoir écouter ce que veulent les autres, de pouvoir mettre en place des solutions aux attentes données avec des objectifs qui doivent être communs. Pour vous donner un exemple, je travaille en même temps sur le développement de nouveaux programmes d'enseignement, la création de nouvelles structures de plongée ou de sécurité aquatique notamment. Nous venons de mettre en place un projet d'immersion d'un récif artificiel sous forme d'un bateau que l'on appelle une épave, pour faire en sorte que cette épave n'en soit plus une, mais devienne un récif artificiel pour le grand plaisir, déjà d'une part de la nature, des espèces qui n'ont pas de lieu pour se protéger et se reproduire, et aussi des plongeurs qui auront un très joli site de plongée à Monaco d'ici quelques mois. La mission de porte-parole aussi, voilà, vous m'invitez à parler à votre radio, et voilà, donc missions qui sont très très importantes à mes yeux, mais aux yeux aussi des différents présidents d'associations, de structures, de fédérations, parce que justement cette fonction me permet de faire le lien et d'arriver à coordonner les choses et faire en sorte que le message passe plus facilement. Alors, on en parlait tout à l'heure, vous avez participé à plusieurs documentaires sur l'apnée. Quelques mots pour nous expliquer quel genre de documentaire vous avez réalisé ? Bien, des documentaires assez, qu'on va dire, sur l'histoire d'un apnéiste qui évolue dans son monde, donc soit des documentaires sur la compétition, soit sur les records, soit sur l'entraînement, soit sur des expérimentations scientifiques,
ou sur ma reconversion, un très beau film qui avait été fait par Jérôme Esplat, qui s'appelle Prince des épaves, qui mettait en scène Frédéric Buil et moi-même, et qui retraçait notre reconversion, l'aventure, la décision à un moment d'arrêter la compétition pour des raisons différentes, et de s'axer sur de nouveaux combats, on va dire, tels que la sensibilisation à la nature et ainsi de suite, et des documentaires, je dirais, plus animaliers, fictifs ou non, enfin, faisant preuve de fiction ou non, plutôt que fictif, orientés sur la rencontre avec de grands animaux, la sensibilisation à la fragilité de telle ou telle espèce, telle que le requin, le dauphin, la baleine à bosse, ou des expériences, ou plutôt des explorations, partir à la rencontre d'une espèce que l'on croit disparue ou inaccessible. Voilà, donc de très nombreux documentaires, et il y a toute une série de documentaires en prévision qui devraient voir le jour, le tournage du moins, à partir du mois d'octobre 2014. Intéressant. Vous avez publié un livre aussi, Pirates des Abysses, je pense que c'était aux éditions du Rocher. Alors oui, moi je ne l'ai pas publié, je l'ai écrit. C'est encore mieux. Ce sont les éditions du Rocher qui les ont publiées. Oui. Moi je l'ai simplement écrit avec une personne qui s'appelle Christophe Ferré, qui était ce que l'on appelle ma plume, et je ne voulais pas faire quelque chose d'autobiographique. J'avais envie d'un échange, d'un entretien, un peu comme un interview, et nous avons donc fait ce livre dont je suis très fier en fait, qui m'a permis de pouvoir poser sur le papier des choses que j'avais dans mon cœur et au fond de mon âme, et ça m'a permis à un moment de mieux m'expliquer à moi-même quels étaient mes sentiments et mes ressentis, et puis peut-être de ouvrir aux gens ce qu'était à mon avis en apnée en termes plutôt de philosophie et de façon de vivre que simple sport ou quête de l'inutile, comme on a pu la définir à une époque au même titre que l'alpinisme. D'accord. Alors, c'est difficile à la radio, bien entendu, de décrire ce que vous devez voir lors de vos plongées. Je pense que vous devez voir de magnifiques paysages. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Enfin, essayez, tentez justement, radiophoniquement parlant. Eh bien, en fait, il faut concevoir la plongée en apnée comme quelque chose de très coupé en deux parties. Il y a la partie qui est assez évidente pour tout le monde, c'est-à-dire la découverte du milieu, avec d'innombrables couleurs, d'innombrables espèces que l'on va rencontrer. C'est toujours la surprise, la plongée en apnée. La plongée, en fait, en général, c'est toujours la surprise. On ne sait pas ce que l'on va voir sous l'eau, on ne sait pas ce que l'on va rencontrer. On est vraiment projeté au plus profond de la nature, de l'environnement, et on est complètement débordé par cette nature qui est omniprésente. Et 45 minutes de plongée en exploration bouteille ou 2 heures de plongée en apnée vont faire que l'on va se retrouver non pas comme un acteur, mais comme un passager, un spectateur actif dans un monde qui va nous surprendre à chaque seconde, de par le biais de la luminosité, des couleurs, de la température, mais surtout des rencontres inopinées avec telle ou telle espèce. On va être en train de s'arrêter, en train de regarder un spirographe ou une anémone, et on va être dérangé par un dauphin. Donc deux entités complètement différentes sur une même unité de lieu, avec tout ce que peut représenter la magie de la rencontre avec un dauphin, une baleine ou un espadon. Donc voilà, ça c'est la plongée. Et puis il y a quelque chose de très fort, de très puissant, c'est le voyage intérieur. Ce que va nous procurer justement, et ce que va nous faire ressentir le fait à un moment de se glisser dans un milieu qui est très hostile, qui est d'une puissance phénoménale. Il faut comprendre que dans l'eau, il y a une pression hydrostatique énorme. À 20 mètres, il y a 3 kilos par centimètre carré qui écrase notre corps. À 100 mètres, il y a 11 kilos par centimètre carré qui écrase notre corps. Et cette pression énorme, elle va générer un stress physiologique qui va avoir une répercussion psychologique, avec des sensations très très différentes de celles que l'on peut rencontrer lorsqu'on fait une simple randonnée dans la forêt, avec une mise en exergue de certaines sensibilités telles que
tels que le toucher, tels que la coordination, la notion et la prise de conscience du temps passé sous l'eau. Et puis, il y a toute une chimie qui va s'opérer dans notre cerveau du fait justement de l'augmentation de la pression partielle de certains gaz que nous avons respirés, notamment l'oxygène et l'azote, qui vont avoir une répercussion. C'est ce que l'on appelle en fait l'ivresse des profondeurs. Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas ivre, mais on se retrouve dans un état de bien-être. Ouais. On est au plus profond de soi-même. On ressent des choses qui sont très profondes. On entend son cœur battre. On entend l'eau qui glisse sur ses oreilles. C'est un rapport très kinesthésique, très équinodermique, je dirais même, avec l'élément. Et au fin fond de la mer, on arrive à savoir qui l'on est parce que l'on rentre au plus profond de soi. Et plonger en apnée demande de pouvoir à un moment lâcher prise, se laisser complètement aller, se laisser glisser, se laisser happer, se laisser dévorer par les sensations les plus pures. Et on trouve, en la plongeant en apnée, le moyen de savoir qui l'on est à un moment. On ne peut pas mentir, on ne peut pas lutter, on doit faire preuve d'humilité pour pouvoir continuer à progresser. C'est quelque chose de vraiment particulier qui nous permet justement de mieux nous connaître et donc de mieux grandir et de pouvoir mieux évoluer déjà d'une part dans la mer et d'autre part dans la relation avec les autres, parce que lorsque l'on sait qui l'on est dans l'eau, on aura beaucoup plus de facilité à écouter les gens, à comprendre ce qu'ils veulent et à se poser de bonnes questions, de vraies questions pour pouvoir essayer de donner des réponses. Mais c'est une déconnexion totale avec le monde habituel. Eh bien, je dirais que c'est un espèce d'état de concentration ultime, ce que recherchent peut-être un peu les gens qui font du yoga, ou au moins de la visualisation et de la sophrologie, parce que le yoga, c'est pas ça du tout, en fait. Mais c'est un moyen, à un moment, vous savez, l'individu, dans son existence, a besoin, à un moment, de lâcher prise. On a besoin de se poser quelque part, de prendre un livre, de ne plus échanger avec les autres. On a besoin à un moment d'un peu d'égoïsme. Eh bien, la plongée, elle nous permet cet égoïsme, parce qu'il n'y a plus de communication à proprement parler avec l'extérieur. Ça n'est que de la captation de choses qui viennent de l'extérieur et qui rentrent au plus profond de nous-mêmes. Finalement, ce n'est pas vraiment de l'égoïsme, c'est un temps de pause. Moi, j'appelle ça un peu de l'égoïsme, parce qu'on a besoin d'être un peu égoïste, et être égoïste pour pouvoir bien recevoir et bien donner par la suite. Mais là, je pense qu'il faudrait faire une autre émission de radio rien que sur ce thème-là. Tout à fait, c'est intéressant. Je le conçois vraiment comme ça, en fait. La plongée en apnée, si je veux vraiment descendre en grande profondeur pour pouvoir me relâcher complètement, elle va nécessiter chez moi le besoin de me recroqueviller sur moi-même. Et me recroqueviller sur moi-même, ça veut dire faire preuve d'égoïsme. Quelques mots sur l'opération Poséidon. L'opération Poséidon, c'est quelque chose qui existe depuis 2006. C'est un événement médiatique où je descends en grande profondeur avec mon équipe chercher le drapeau à damier, officiel du Grand Prix, que l'on remonte, que l'on fait dédicacer par les pilotes de F1, les tennisman, les personnalités présentes ce jour-là. Et ensuite, ce drapeau ainsi que ma combinaison, mes palmes et les outils qui m'ont permis de descendre au fond sont vendus aux enchères au profit d'une œuvre caritative. Notamment cette année, nous l'avons fait au profit d'Aequalia. Et ainsi financer la construction de puits dans des pays d'Afrique où les gens n'ont pas accès à l'eau douce. Alors vous organisez, on en a un peu parlé tout à l'heure en début d'émission, des stages, des conférences, des ateliers de sensibilisation à l'École Bleue. Vous organisez ? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Comment fait-on pour y participer ? Voilà. Eh ben, la mission même de l'École Bleue, c'est justement de permettre à ces enfants, sous forme de stage de 2 ou 5 jours, de pouvoir devenir des mériens. Donc, il y a différents ateliers tels que la plongée en bouteille, la plongée en apnée, la randonnée palmée, le secours et le sauvetage aquatique, qui prend de plus en plus de place et qui d'ailleurs a nécessité la création d'une école spécifique pour cela, avec le concours et le soutien de la Fondation Princesse Charlène. C'est une structure qui verra le jour en 2014, que je dirigerai avec toute une équipe pédagogique, où nous sensibiliserons les enfants au secours et au sauvetage aquatique. Et on leur fera passer des diplômes de secourisme citoyen et aquatique. L'École Bleue, elle propose aussi des cours de navigation, des cours de sauvetage
tube aquatique, c'est-à-dire sous l'eau, et je dirais une réflexion sur l'éco-citoyenneté en général. Alors l'adresse du site de l'École Bleue à Monaco, c'est www.écolebleu-monaco.com. Que peut-on trouver sur ce site ? Eh bien, je vais simplement vous inviter à aller sur ce site pour voir ce que vous y trouverez, car il y a des gens qui travaillent dur pour pouvoir mettre en ligne des choses, donc je ne vais pas vous le révéler à la radio. Je vous invite à aller jeter un œil, soit sur ce site, donc www.écolebleu-monaco.com, soit sur www.pierrefrolat.com. On mettra un lien sur le site de la radio de toute façon. Avec grand plaisir, et merci. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs amoureux de la nature et des environs marins ? Et j'ai envie de dire aux auditeurs, soyez tout simplement amoureux au quotidien. C'est ça qui nous construit. Et c'est l'amour qui nous permettra de survivre, tout simplement. Tout à fait. Merci Pierre Frolat d'avoir participé à cette émission Destination Monte-Carlo et bonne continuation et à très bientôt, j'espère. Écoutez, je vous remercie énormément et j'espère avoir la chance de pouvoir être invité à nouveau. Pas de problème. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Destination Monte-Carlo, à découvrir sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.